La riposte du gouvernement ne se fait pas attendre. Carole Flores Murechniak, la chef de la représentation onusienne, est sommée de quitter le Burkina Faso sans délai. C'est un coup de tonnerre diplomatique. Les médias internationaux s'en emparent, les chancelleries occidentales s'inquiètent, tandis que sur place, la population se divise. Faut-il applaudir cette affirmation de souveraineté ou craindre un isolement dangereux ? Et si, pour la première fois de son histoire contemporaine, un pays africain décidait de tenir tête à l'Organisation des Nations Unies sous les yeux du monde entier? Ce scénario, autrefois inimaginable, vient de se réaliser au Burkina Faso, où le capitaine Ibrahim Traoré a ordonné l'expulsion immédiate de la plus haute représentante onusienne du territoire national. Un geste rare et spectaculaire qui résonne bien au-delà du Sahel et secoue tout un continent partagé entre fierté, colère, mais aussi inquiétude et espoir. Pour Ibrahim Traoré et ses partisans, ce rapport est vécu comme une humiliation nationale. Il dénonce une enquête partiale menée sans consultation réelle des autorités du pays ni de sa population. Pire encore, beaucoup voient dans ce document une manœuvre destinée à ternir l'image d'un pays déjà acculé par le terrorisme, à le fragiliser davantage sur la scène internationale. Ce sentiment d'injustice trouve un écho dans la société civile, où l'on estime que les souffrances du peuple burkinabé sont instrumentalisées à des fins politiques. Tout est parti d'un rapport accablant de l'ONU, publié il y a peu, qui dresse un constat glaçant. Entre juillet 2022 et juin 2024, des milliers d'enfants burkinabés auraient été victimes de violences extrêmes liées au conflit qui ravage le pays. Plus de 2400 actes recensés, touchant plus de 2200 enfants. On parle ici d'enrôlement forcé, de violences sexuelles, d'attaques contre des écoles et des hôpitaux, lieux censés être sacrés même en temps de guerre. L'ONU ne se contente pas de pointer du doigt les groupes terroristes, tels que l'État islamique ou Al-Qaïda. Elle accuse également les groupes d'autodéfense, soutenus par l'État burkinabé, d'avoir commis des exactions graves et répétées. Aujourd'hui, le geste de Traoré s'inscrit dans cette longue histoire de révolte et de résistance. Mais il pose une question nouvelle. Dans un monde globalisé, un pays peut-il réellement s'affranchir des grandes organisations sans en payer le prix fort? Le Burkina Faso joue son avenir sur cette décision. S'affirmer, c'est peut-être inspirer toute l'Afrique à reprendre la parole sur la scène mondiale. Mais à quel prix? Le pays risque de perdre une aide humanitaire vitale. L'Organisation des Nations Unies, à travers ses agences, assure l'accès à l'alimentation, aux soins, à l'éducation, pour des centaines de milliers de personnes déplacées par la guerre. Rien qu'en 2 ans, plus de 2 millions de personnes ont bénéficié directement de l'action des humanitaires. L'expulsion de la chef onusienne pourrait signifier la suspension de ces programmes et plonger les plus fragiles dans l'abandon. Mais cette renaissance coïncide avec une intensification des attaques djihadistes. En 2 ans, des centaines de villages ont été attaqués, forçant plus de 2 millions de personnes à fuir leur foyer. Les écoles ferment, les marchés brûlent, les hôpitaux sont pris pour cible. Dans ce chaos, l'État s'est appuyé sur des groupes d'autodéfense, formés à la hâte pour protéger les populations. Mais le manque de formation et de moyens a conduit à des dérapages, bavures, exécutions sommaires, représailles contre des civils soupçonnés de collaborer avec l'ennemi. Pour comprendre la brutalité de la crise actuelle, il faut revenir à la genèse du rapport de l'ONU et au contexte explosif du Burkina Faso. Depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Traoré, le pays a entamé une série de réformes spectaculaires. Santé gratuite pour les enfants et les femmes enceintes, construction de routes, relance de la production agricole, lutte contre la corruption. Ces mesures populaires ont redonné espoir à des millions de Burkinabés. Les images de foules en liesse, brandissant le drapeau national et scandant le nom de leur président, rappellent les grandes heures des indépendances africaines. Résister, oui, mais pourquoi? S'agit-il de reconquérir une souveraineté confisquée depuis décennies ou de précipiter un isolement fatal? Cette interrogation n'est pas nouvelle sur le continent africain. Depuis la décolonisation, de nombreux États ont tenté de s'affranchir des tutelles occidentales et des injonctions des institutions internationales. Le Ghana de Kwame Nkrumah, le Congo de Patrice Lumumba, le Burkina Faso de Thomas Sankara furent autant de laboratoires d'une émancipation souvent réprimée dans le sang. À chaque fois, la réaction du système n'a pas tardé. Embargo, ingérence, voire coup d'État téléguidé. L'expulsion de la responsable onusienne prend alors tout son sens. C'est un acte de rupture, mais aussi un appel à la reconnaissance. Ibrahim Traoré veut que le monde comprenne le dilemme du Burkina Faso.
Comment protéger ses enfants quand l'État lui-même est assiégé? Comment respecter scrupuleusement les droits humains tout en luttant pour sa survie? C'est ce contexte d'extrême tension que le rapport de l'ONU met en lumière. Il ne se contente pas d'accuser les terroristes, mais pointe la responsabilité de l'État et de ses alliés au nom d'un principe universel, la protection des enfants en temps de guerre. Pour la communauté internationale, il ne peut y avoir d'exception. Mais pour le gouvernement burkinabé, cette posture est perçue comme une injustice. On nous juge sans comprendre notre réalité, déplorent les officiels. Ils reprochent à l'ONU de ne voir que les abus, sans reconnaître les efforts déployés pour sauver le pays de l'effondrement. Dans le cas du Burkina Faso, les conséquences de la rupture sont immédiates. Sans l'ONU, des dizaines de milliers de familles risquent de perdre l'accès à la nourriture de base, aux soins médicaux, à la scolarisation de leurs enfants. Les déplacés, qui survivent dans des camps de fortune, pourraient se retrouver livrés à eux-mêmes. Dans la région du Sahel, où la saison des pluies rend l'accès aux villages particulièrement difficile, l'aide logistique des agences onusiennes est souvent le dernier rempart contre la famine. Ce bras de fer rappelle d'autres épisodes récents sur le continent. En 2023, le Mali a lui aussi expulsé le représentant de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, accusant l'ONU de partialité et d'inaction face aux exactions commises par les groupes armés. Quelques mois plus tard, la République centrafricaine a menacé de faire de même, dénonçant le manque de soutien et la lenteur des procédures internationales. Chaque fois, la même question. Jusqu'où aller pour défendre sa souveraineté sans sacrifier la protection des plus vulnérables? L'histoire récente offre des exemples tragiques des dérives possibles. Au Soudan, le retrait prématuré des casques bleus a précipité l'aggravation des violences, causant des milliers de morts et des vagues de réfugiés vers les pays voisins. En Somalie, la fin de la présence onusienne dans certaines régions a laissé le champ libre aux milices armées qui ont imposé leurs lois dans un climat d'impunité totale. À chaque fois, ce sont les civils et surtout les enfants qui ont payé le prix fort. Pour autant, l'ONU n'est pas exempte de critiques. Son action est souvent jugée inefficace, bureaucratique, parfois même déconnectée des réalités du terrain. Des ONG burkinabées pointent du doigt le manque de concertation, la lenteur des réponses, l'incapacité à comprendre la complexité des conflits locaux. En 2023, une enquête indépendante révélait que moins de 30% des projets financés par l'ONU atteignaient réellement les populations ciblées, le reste étant absorbé par les frais de fonctionnement et la sous-traitance à des partenaires étrangers. Face à ces limites, plusieurs voix s'élèvent pour réclamer une africanisation de l'aide humanitaire. Pourquoi ne pas renforcer les institutions régionales comme l'Union africaine, les tribunaux communautaires ou les réseaux d'ONG locaux? En Afrique de l'Ouest, la CEDEAO a déjà mis en place des mécanismes d'alerte rapide et de médiation qui ont permis d'éviter des massacres en Sierra Leone et au Libéria. Mais ces structures manquent cruellement de moyens, de personnel qualifié et de reconnaissance internationale. Pour bâtir une alternative crédible, il faudrait investir massivement dans la formation des acteurs locaux, créer des fonds africains solidaires, imposer des normes de transparence et d'efficacité. Le Rwanda, par exemple, a réussi à reconstruire son système de santé après le génocide en mobilisant des ressources internes et en négociant directement avec ses partenaires. Le Sénégal a mis en place des brigades citoyennes pour surveiller les élections et prévenir les violences, avec le soutien de la société civile. Ces succès montrent qu'une autre voie est possible, à condition d'y mettre la volonté politique et les moyens nécessaires. Mais la tentation du repli sur soi guette. L'histoire africaine est jalonnée de régimes qui, au nom de la souveraineté, ont fermé la porte aux observateurs étrangers pour mieux dissimuler leurs dérives. En Érythrée, la dictature a expulsé toutes les ONG internationales, plongeant la population dans une autarcie dramatique. En Guinée équatoriale, la fermeture des médias indépendants a permis au pouvoir de contrôler l'information et de réprimer toute contestation. Ces exemples doivent servir d'avertissement. L'autonomie ne doit jamais rimer avec l'impunité. Pour éviter ce piège, il faut repenser le rôle des contre-pouvoirs. La presse libre, les associations, les syndicats, mais aussi les partenaires extérieurs ont un rôle essentiel à jouer pour garantir la transparence et la défense des droits fondamentaux. Au Burkina Faso, des journalistes courageux continuent d'enquêter sur les zones d'ombre du pouvoir, malgré les menaces et les pressions. Des ONG locales, comme le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, documentent les abus et portent la voix des victimes. La crise du Burkina Faso est un miroir tendu à toute l'Afrique. Elle interroge sur la capacité du continent à écrire sa propre histoire,
à affirmer sa dignité sans sacrifier ses enfants ni retomber dans les dérives du passé. Elle pose aussi la question du rapport aux institutions internationales. Comment sortir de la dépendance sans sombrer dans l'isolement? Chacun peut agir à son niveau. Les citoyens peuvent exiger des comptes à leurs dirigeants, participer au débat public, soutenir les initiatives locales. Les diasporas africaines, fortes de millions de personnes à travers le monde, peuvent mobiliser des ressources, sensibiliser l'opinion internationale, peser sur les choix politiques de leur pays d'origine. Les jeunes, qui représentent plus de 60% de la population africaine, doivent s'emparer du débat et refuser toute forme d'infantilisation, qu'elle vienne de l'extérieur ou de l'intérieur. L'exemple du Burkina Faso doit servir de catalyseur. Il montre que la dignité ne se négocie pas, que la souveraineté n'est pas un luxe mais une nécessité. Mais il rappelle aussi que l'autonomie s'accompagne de responsabilités accrues. Protéger les plus faibles, garantir la justice, construire des institutions solides et inclusives. Pour aller de l'avant, il faut imaginer des solutions concrètes. Renforcer les institutions africaines, oui, mais aussi exiger une réforme profonde de l'ONU et des grandes agences d'aide. Pourquoi ne pas imposer une représentation équitable des pays du Sud dans les instances de décision? Pourquoi ne pas conditionner l'aide internationale à la participation réelle des bénéficiaires à la conception des projets? En 2024, le Conseil de sécurité de l'ONU ne compte toujours qu'un seul siège africain non permanent, alors que le continent représente près de 20% de la population mondiale. À l'heure où le destin du Burkina Faso se joue, chacun est appelé à prendre sa part de responsabilité. Ce n'est pas seulement l'avenir d'un pays qui est en jeu, mais celui de tout un continent. Refuser la facilité des discours manichéens, c'est refuser de choisir entre la souveraineté et la solidarité, entre la fierté et la protection des plus vulnérables. C'est ouvrir la voie à une trajectoire africaine, audacieuse et lucide, où chaque voix compte et où chaque vie est précieuse. Rien ne sera possible sans un sursaut collectif. Les gouvernements, la société civile, les partenaires extérieurs doivent inventer ensemble un nouveau pacte fondé sur le respect, la confiance et la transparence. Il ne s'agit pas de rompre avec le monde, mais de dialoguer d'égal à égal, sans arrogance ni soumission. Seule une Afrique debout, consciente de ses forces et de ses faiblesses, pourra relever les immenses défis du siècle à venir. Sécurité, développement, justice sociale, transition écologique. Alors, jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour préserver cette liberté nouvelle, sans sacrifier les plus fragiles? Quels compromis sommes-nous disposés à accepter pour bâtir une Afrique forte, juste et solidaire? La prochaine décision pourrait bien sceller le destin d'une génération entière. À qui confierez-vous le soin d'écrire l'avenir de l'Afrique? Derrière cette question en apparence simple se cache un enjeu immense. Qui détient le droit, ou même le pouvoir, de façonner le récit d'un continent tout entier? L'expulsion de la haute responsable onusienne du Burkina Faso n'est pas une simple crise diplomatique. C'est le signe qu'un point de non-retour a été franchi. Désormais, une génération ose réclamer le contrôle de sa propre histoire, quitte à bouleverser l'ordre établi. La question n'est pas théorique, elle est vitale. Dans ce fragile équilibre, chaque voix compte. Votre vigilance aujourd'hui pourrait être le dernier rempart contre les excès de ceux qui gouvernent, mais aussi contre la confiscation du récit africain par des puissances étrangères. Chaque décision prise, chaque silence gardé, chaque mot prononcé façonne l'avenir du continent. Être citoyen, c'est garder la main sur son histoire, refuser qu'elle soit écrite ailleurs. Mais à quel prix cette affirmation s'impose-t-elle? En reprenant la plume, le Burkina Faso risque de s'isoler, alors que pour des milliers de familles, l'aide humanitaire reste synonyme de survie. Derrière les discours de souveraineté, des enfants continuent de vivre dans la peur, des écoles restent fermées et des villages attendent une main secourable. Refuser l'aide des Nations Unies, c'est aussi risquer de priver des millions de citoyens du soutien quotidien dont ils ont besoin pour vivre dignement. Pourtant, accepter l'ingérence, c'est sacrifier une part de souveraineté sur son propre destin. Ce n'est pas une posture idéologique, mais une exigence de responsabilité. Comment préserver la dignité nationale sans tomber dans l'isolement? Comment protéger l'enfance et l'espoir tout en imposant le respect dû à un pays debout? Le geste de Ouagadougou pose une question qui dépasse ses frontières. Demain, qui écrira l'histoire de l'Afrique? Et dans quel intérêt? Il ne s'agit pas de choisir un camp, mais d'ouvrir le débat, de surveiller chaque promesse.
L'avenir du continent dépend de votre capacité à exiger transparence et justice, et à refuser que d'autres décident à votre place. L'histoire de l'Afrique ne s'écrira pas sans vous. Pour finir, rappelons une vérité fondamentale. La liberté n'est jamais acquise. Elle se conquiert chaque jour dans la vigilance et l'engagement collectif. Le Burkina Faso, par son geste, nous invite à repenser nos rapports avec le monde, à inventer une solidarité nouvelle fondée sur l'écoute, le respect et la dignité partagée. L'Afrique a le droit d'écrire sa propre histoire, mais elle a aussi le devoir de ne pas tourner le dos à ses enfants. La route sera longue, semée d'embûches, mais le choix appartient à chacun de nous.